La CCISM, son incubateur de projets innovants PRISM, avec le soutien du pays, de l'IPB et de ses partenaires, reçoivent Gunther Pauly, auteur du livre L'économie bleue. Développer notre économie tout en préservant nos ressources est un enjeu majeur pour notre territoire. L'économie bleue semble constituer une stratégie de développement pertinente pour de nombreux secteurs d'activité et pourrait répondre aux problématiques auxquelles font face nos entreprises. Rendez-vous les 29 novembre et 1er décembre 2021 lors des conférences sur l'économie bleue animées par Gunther Pauly. Un événement CCISM, PRISM avec le soutien du pays, de l'IPB et de ses partenaires. Avant tout, je tiens à te remercier, Stéphane, et ton équipe. Je tiens à te remercier pour cet accueil chaleureux, mais aussi un accueil avec tant d'efficacité, parce que mon agenda a été chargé des 4 heures du mat jusqu'à plus ou moins 10 heures le soir. Alors je me sens pas exprimé comme un citron, mais presque. C'est-à-dire que j'ai eu des réunions après des réunions. Entre-temps, j'ai dû prendre soin de quelques petits détails ailleurs dans le monde. Mais je remercie toutes et tous parce que l'accueil que j'ai reçu était remarquable. On m'avait dit que voilà, la Polynésie, c'est une terre d'accueil où vous êtes chaleureusement reçus. Eh bien, je vous le confirme, j'ai été chaleureusement reçu. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai été reçu avec des inquiétudes, avec des questions, avec des questionnements, avec quand même ce qu'il faut faire avec des dialogues et bien entendu avec de temps en temps des confrontations intellectuelles intéressantes. Parce que si tout le monde est d'accord dès le premier moment, alors pourquoi est-ce que je suis venu? Il faut quand même faire la découverte et c'est important. Et quand je dis un merci, je le dis aussi au nom de Othman, qui m'accompagne, parce que je crois que pour nous c'était remarquable. Je remercie aussi pour votre flexibilité, parce que bien entendu, on a dû changer de temps en temps l'agenda, on a dû s'adapter à des demandes, mais en tout cas, j'ai décidé que ce soir, je partage quelques impressions. Je ne vais pas raconter ma vie, ça sert à rien. Je vais raconter quelques expériences sur base de quand même des dialogues et je dirais des tours d'horizon qui m'ont permis de m'imaginer de ce qui est possible. Et pour démarrer, je préfère vous montrer un vidéo de Takaroa. Le vidéo qui n'est pas fait par moi, mais c'est un vidéo qu'on m'a montré. Et c'est ce vidéo qui a déclenché toute une série de réflexions et d'actions dont on parlerait après. Le vidéo. Indispensable dans l'économie de certaines îles, la permaculture a néanmoins généré pendant de nombreuses années des milliers de tonnes de déchets plastiques qui dégradent désormais le lagon polynésien où se trouvent abandonnés, brûlés sur les routes. Cordages, bouées, collecteurs, grillages de protection, sacs de sable, 1 à 2 tonnes par an de déchets seraient produites pour une ferme de moins de 10 hectares. Des crises économiques ou environnementales accentuent la problématique suite à l'abandon des structures. À Takaroa, 3800 tonnes de déchets sous-marins ont été comptabilisées. À Takapoto, ce sont également 4000 lignes dans l'eau, soit 450 km de cordage, sans compter les déchets à terre, qui s'évaluent à plus de 1000 m3. L'évacuation de ce stock historique de déchets est évaluée à des milliards de francs pacifiques. Ces déchets produisent des microparticules de plastique en se dégradant. La présence de ces particules dans les lagons perlicoles engendre des effets non négligeables sur les huîtres perlières et sur la vie marine. Dans 100% des échantillons, on a retrouvé des microplastiques. La colonne d'eau est vraiment un compartiment très très contaminé dans les lagons perlicoles
puisqu'on atteint des concentrations qui peuvent aller jusqu'à 120 microplastiques par mètre cube. Et c'est d'autant plus pertinent d'avoir travaillé sur la colonne d'eau, puisqu'en plus les huîtres perlaires sont élevées dans ce compartiment biologique, donc entre 4 et 6 mètres de profondeur. Et il s'avère que dans les huîtres perlaires en élevage, on a retrouvé jusqu'à 125 microplastiques par gramme de chair sèche, ce qui est les concentrations les plus élevées qu'on a pu enregistrer dans des bivalves marins à l'échelle internationale. Mais face à ce constat, il est encore temps d'agir. On a commencé à sortir au mois de février-mars, ces stations 2020, justement pour commencer à nettoyer le lagon de tous les déchets qui sont restés dedans. C'est quand même une grande partie de ce que j'ai pu retirer. Bon, là, il y a une quarantaine de lignes, et puis on a mis à peu près 3 semaines à tout regarder. Il y avait 2 tireurs et moi je plongeais pour mettre les stations en surface pour qu'on puisse les retirer. Ça serait bien que tout le monde s'y mette, et puis c'est pas qu'à moi, on pouvait montrer l'exemple justement de retirer ce qu'il y a dans l'eau. Ben, ça serait bien, et puis il faut nous aider aussi. Je ne demande pas de l'aide financière, je demande de la main-d'œuvre pour venir. Voilà, et le territoire, s'ils ont montré qu'environnemental, ça serait bien qu'on mette tout en œuvre pour aider. Parce qu'on parle beaucoup de Takaro comme des pelliculteurs pollueurs. Moi, c'est fatigant d'entendre à chaque fois, parce que ici, il n'y a pas que des pelliculteurs de Takaro qui sont dans l'eau. C'est une affaire de tous, hein. Ce n'est pas seulement les pelliculteurs ou les habitants de Takaro qui sont à l'origine de ce qui se passe, c'est tout le monde. Et nous, on veut montrer l'exemple. Là, moi, j'ai fait par mes propres moyens. Voilà, on voulait faire beaucoup plus, mais on s'est arrêté faute de moyens. Alors, les déchets perlicoles, c'est une problématique vraiment importante pour toute la filière. Toutes les îles perlicoles, malheureusement, il y a une grosse production de déchets. Et Takaro plus particulièrement, parce que les problèmes qu'ils ont subis dans leur lagon en 2013, beaucoup de pelliculteurs ont abandonné l'île et sont partis de l'île en laissant derrière eux en fait, leur tas de corps, collecteurs, maisons, enfin les graisses. Takaro est une île sinistrée, mais grâce aux efforts en fait, du Tabana et la motivation du Tabana et de la population, on va vraiment commencer à s'attaquer maintenant au nettoyage. Derrière moi, justement, voilà, le Tabana de Takaro nous montre sa motivation et son application personnelle, puisqu'il est là en train de lui-même nettoyer chez lui, puisqu'il est perliculteur, et il veut montrer le bon exemple pour ensuite rassembler autour de lui toute la population et commencer ce nettoyage, qui va être une tâche importante, conséquente, et le gouvernement est là aussi pour apporter, pour appuyer ces efforts, et on va le faire aussi pour toutes les îles, pas seulement Takaro, mais toutes les îles perlicoles. Si les pelliculteurs aujourd'hui sont motivés, la commune est motivée, on sera là pour apporter notre soutien et aider à remplir les big bags, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, nous pouvons agir collectivement. Là, on est chez moi, je suis en train de montrer l'exemple de faire les premières actions et le nettoyage. Alors, le message que j'aimerais faire passer à Dortmund, c'est plutôt de ne plus réfléchir, de ne plus avoir de plan d'attendre, c'est de réagir dès maintenant. C'est par les actions que nous allons montrer au pays, à la DRL, qui vont nous motiver de nous aider dans notre situation. Parce que ce n'est pas le pays, la DRL, qui nous a mis dans cette situation, c'est nous en premier. Il faut qu'on réagisse aujourd'hui pour nos enfants de demain. La filière perlicole sera durable en la pérennisant sur plusieurs générations, mais également en la rendant plus respectueuse de son environnement. Tous les acteurs sont conscients de la situation actuelle, et il n'est pas trop tard pour agir en passant à l'action dès aujourd'hui. Les acteurs privés et de la recherche, les perliculteurs,
Les directions des ressources marines ont chacun un rôle à jouer, et c'est bien tous ensemble que le pari sera gagné. Ensemble, respectons notre lagon pour l'avenir de nos enfants. Afatura mei itokato teilodo. Eh bien, c'est le maire qui a parlé à la fin, Panao. C'est Panao qui m'a dit, Günther, je n'ai pas besoin de l'aide d'État, j'ai besoin de main-d'œuvre, j'ai besoin d'une solution. Et je lui posa la question, alors, quel est le plastique que vous avez surtout? Il m'a dit, nylon 6. Je dis, si vous avez le nylon 6, vous avez combien de tonnes? C'est un conteneur ou 10 conteneurs? Il me répond, j'ai au moins 100 conteneurs. Je dis, ah, vous avez de la chance. Il dit, de la chance? Ah oui, c'est parce que si vous n'auriez qu'un conteneur, je peux rien faire. Si vous avez au moins 100 conteneurs, on peut penser à une solution. Et la solution est qu'il y a déjà une entreprise italienne qui est spécialisée à prendre le nylon 6, de transformer le nylon 6 en fibres et d'en faire des vêtements surtout sportifs, et des vêtements, eh bien, j'aimerais bien vous montrer une vidéo, et c'est assez bizarre que le maire ne connaissait pas l'entreprise. Alors j'ai demandé à Javier Jovenech que, s'il te plaît, qu'est-ce que tu connais le cas, parce que tu quand même ramasses des filets du monde entier, est-ce que tu connais le problème des perles? Il dit non, jamais entendu parler des problèmes des perles. Je dis, mais voilà, si ni l'un ni l'autre est content, l'un n'est pas au courant de la solution, l'autre ne connaît pas le problème, alors mettons-vous ensemble. Et l'entreprise s'appelle EcoAlf, une entreprise espagnole spécialisée dans la récupération du nylon 6. Montrons la vidéo, s'il vous plaît. Merci. A strange and harmful species has colonized our oceans. Marine debris. Every year, more than 6 million tons of garbage is thrown into the sea, silently polluting every square meter of the ocean, and killing even more marine species than climate change affects. If we continue polluting at this rate, the amount of debris in the ocean will duplicate in the next 10 years. We have to change the way we interact with nature and find solutions that ensure our planet's life expectancy. At EcoAlf, we try to do things differently, which is the reason why we founded Upcycling the Oceans, a revolutionary project meant to be carried out also in other parts of the world. Its main goal, collecting the trash that's destroying the Mediterranean Sea and turning it into top-quality thread. To do this, we're relying on years of intensive research and development, as well as the support of those that are more familiar with these waters, the fishermen of Levante. Together, we recover 1 ton of trash per day, giving plastic a second chance. Otherwise, it would continue to float in the ocean for an unimaginable amount of years, destroying our ecosystem. There is too much at stake to continue to stand by and do nothing about it. This is the reason why we created the EcoAlf Foundation. Apart from cleaning marine debris, we also raise public awareness on the abuse of natural resources. We can't keep on living on this planet as if we had another one to go to. Et peut-être tu peux montrer quelques photos des vêtements qu'on produit avec ces déchets. Mais comme vous n'avez que le nylon 6 et pas l'autre débris, vous êtes dans une meilleure position. Vous avez de la chance. Et c'est dans ce contexte-là que je crois mon premier projet que je vous soumets, c'est vraiment un projet de prendre les 100 conteneurs, ou ce sont 1000 conteneurs, les 1000 conteneurs. Mais il faut quand même nettoyer ces lagons. Il faut le faire. Mais pas seulement parce que c'est une responsabilité de nettoyer le passé, de prendre soin des erreurs du passé. Il faut le faire parce qu'il y a un négoce à développer. Le négoce qui est au premier plan, c'est bien entendu de ramasser, de renvoyer ces matériaux sur une usine spécialisée. Mais là, nous avons besoin du dessin polynésien.
Ça ne peut pas être un vêtement traditionnel. J'ai suggéré qu'on met par exemple à l'intérieur de la veste 5 petits perles. 5. Il faut rajouter des perles quand même, pas de meilleure qualité, hein. Mais il y a peut-être quelqu'un qui veut dépenser 5 000 € pour une veste avec 5 perles de haute qualité, on le fera. Mais je crois qu'il est important, c'est que nous inclurions des dessins qui sont les vôtres. Et quand vous allez avoir les Jeux Olympiques, vous allez avoir quand même les surfeurs. Les surfeurs sont les plus sensibles aux microplastiques. J'ai vu les surfeurs qui sont sortis de l'eau et ils ont les particules plastiques sur eux. Je l'ai vu. Je ne peux pas continuer comme ça. Mais alors il faut le changer dans un négoce et je vous assure que la qualité des produits que nous avons trouvés avec EcoAlf, eh bien, il est possible de faire une marque qui est le vôtre. Une marque qui est le vôtre, où vous avez et les plastiques nylon 6 et les perles intégrées. Et peut-être vous avez autre idée créative pour intégrer. Je ne suis pas là pour dire c'est la manière de le faire. Il y a une opportunité de transformer cette réalité dure. Et cette opportunité se traduit dans la production. Ça prendra 2 ans pour avoir les premiers produits ici. 2 ans. Mais 2 ans, c'est rien. Qu'est-ce que c'est 2 ans dans une vie où vous avez quand même transformé les lagons en bidons pendant des décennies? Alors il faut transformer. Et le plus important pour moi, c'est que quand vous regardez le premier vidéo, vous avez toutes les raisons pour être négatif, de commencer à être critique, de critiquer, d'attaquer, mais ça ne sert à rien parce que ça ne change pas la réalité. La réalité ne change qu'avec une énergie positive, avec des solutions. Eh bien, si vous avez alors vu cette opportunité, eh bien, on a besoin des gens qui le fassent. Il y a des gens qui doivent le mettre en place. Ici, vous avez un des vêtements, mais c'est pas avec le nylon 6. Si vous trouvez un autre avec le nylon 6, ça sera merveilleux. Le nylon 6 est un produit indestructible. Mais si vous n'enlevez pas de ces lagons, vous aurez des nanoparticules de plastique indestructibles. Ça veut dire, c'est pour des millénaires que vous les auriez. Et c'est pour ça que c'est le moment de le corriger maintenant et de faire des initiatives de qualité. Mais quand j'étais en train de regarder avec le maire les options, j'ai vu dans ses yeux qu'il n'avait jamais songé à faire du textile. Il n'avait jamais pensé d'avoir un produit de vente, et quand je lui ai annoncé les prix, une veste comme ça se vend pour 250 €. Évidemment, c'est pas pour tous les Polynésiens. Mais le but n'est pas de le faire pour les Polynésiens. On peut le faire pour les autres. Voilà. La première là, c'est nylon 6. C'est fait en nylon 6. C'est un style, c'est du dessin. Mais ça, c'est l'Espagne. Il faut rajouter quand même vos touches, vos capacités et vos opportunités. Je crois que ce qui est important, c'est que c'est un projet qui est réel, qui est facile, à condition que vous décidez de le faire. Et nous sommes capables de mettre les gens ensemble. Deuxième photo que j'aimerais bien montrer, Othman, c'est la photo d'algue. La photo avec moi et je porte l'algue. Alors aujourd'hui, j'étais dans une brasserie. Vous connaissez la brasserie, je crois. Il n'y en a pas beaucoup. J'étais dans la brasserie et évidemment, j'ai eu le grand plaisir de prendre une bière. Ah oui, quand on est dans une brasserie, il faut quand même prendre une petite bière. Et je prends la bière et je regarde la mousse avec un œil d'un Belge. Je suis belge. Je le regarde avec un œil belge, je dis, la mousse ne tient pas très bien. Il faut quand même avoir une mousse qui est un peu plus forte, plus résistante, plus stable. Et tout d'un coup, je leur dis, je leur pose la question, est-ce que vous avez mis le carragène d'algues dans votre bière? Ils disent quoi?
carragène d'algues. C'est quoi? La carragène d'algues, carragène, c'est un produit naturel en provenance des algues rouges. Les algues rouges. Mais vous avez les algues rouges. Non pas seulement vous les avez, je les avais dans mes mains. Ils arrivent encore? Oui, mais si c'est en 10 minutes, je suis dans une autre conférence. Hein. Je t'avais annoncé que j'allais demander cette photo. Mais je l'ai eu dans mes mains, cette algue. Alors, qu'est-ce que vous faites avec les algues aujourd'hui? Ah bien, on les ramasse parce que ça dérange les touristes. Excusez-moi, ça dérange les touristes? Ah oui, les touristes n'aiment pas marcher sur les algues. C'est pour ça que vous le prenez, vous le jetez, vous le mettez sur la déchetterie. La déchetterie qui est déjà pleine, hein. Alors tout d'un coup, je leur dis, mais prenez quand même ces algues, faites l'extraction de carragène, rajoutez à votre bière et la mousse de la bière sera parfaite pendant 6 minutes au lieu de 30 secondes. Et si vous êtes un amateur de la bière comme moi, vous aimez quand même avoir une bière avec une mousse qui tient, hein. Sinon, c'est du Guinness. Voilà. C'est l'algue que j'ai trouvée. Et c'est elle qui me donne le carragène. C'est-à-dire que je suis devant une opportunité parce qu'on me dit qu'on le trouve partout, que c'est en pagaille. Alors, si vous l'avez en pagaille, pourquoi est-ce que vous n'avez pas l'industrie des carragènes pour un brasseur qui est prêt de l'acheter? Parce que quelle est la proposition? C'est de trouver des choses qui sont localement disponibles pour lesquelles vous avez un client local. C'est pas évident? Alors, qui est l'entrepreneur qui va le faire? Parce qu'à la fin de la journée, on ne peut pas demander au ministre de le faire, hein. Le pauvre ministre, il ne peut pas tout faire. Je crois qu'il est important de faire ces découvertes, ces opportunités. Parce que quand on commence à gratter là-dedans, vous trouvez tant de choses que vous avez. Alors, ça s'arrête les photos, hein. Je ne vais plus vous déranger avec d'autres photos, ça va relax, hein. Mais ce qui est maintenant important, j'étais avec le maire, non, j'étais avec Thomas, qui est le président de la Chambre des agriculteurs. Et il vient me parler des carottes. Alors, je dois vous avouer que je n'attendais pas du tout que je devais parler des carottes, hein. Ça n'était pas vraiment sur ma liste des priorités, pré-études, Polynésie. Ah, mais peut-être tu cherches encore le gâteau de carottes? Ça tu peux? Ah, voilà. Alors, on parle des carottes. Il dit, il y a trop de packs carottes. Trop de carottes, c'est pas possible. Oui. 3 mois par an, on a trop de carottes. 9 mois, on n'a pas de carottes. Je dis, mais alors, il faut acheter un réfrigérateur. Il faut les garder à 0 degré pour toute l'année. Il dit, mais ça coûte beaucoup d'argent, l'énergie. Je dis, non, ça coûte beaucoup d'argent de les faire transporter de la Nouvelle-Zélande jusqu'ici. Alors moi, j'ai vite fait le calcul, il est nettement meilleur d'avoir un stockage de carottes à 0 degré ici que 9 mois à avoir trop et 3 mois à avoir trop de carottes et 9 mois de n'avoir pas de carottes. Il faut niveler la demande de la marché et quel est le premier résultat? Que vos agriculteurs vont recevoir un meilleur prix pour les carottes. Mais l'énergie est trop chère. Oui, l'énergie est trop chère si vous travaillez avec Engie. Excuse-moi. Je dois partir du pays maintenant. Mais c'est évident, avec eux, c'est trop cher. Ils sont ici pour gagner de fric. Ils sont pas ici pour vous servir. Excuse-moi, je ne suis pas formé en diplomatie. J'ai raté mes examens comme diplomate. Mais quelle est l'opportunité que vous avez? L'opportunité que vous avez, c'est que vous vous rappelez que vous étiez ici avec le cerf-volant. On peut faire un cerf-volant. On peut lancer, voilà, les carottes, mais ce ne sont pas les gâteaux, hein. Faut mettre les gâteaux. Voilà, ça. Alors imaginez-vous qu'il y a 25 ans, j'ai travaillé sur une petite île qui s'appelle Gotland, en Suède. C'est une île dans le mer Baltique. Ils avaient trop de carottes.
Il m'a raconté à l'époque qu'ils ont trop de carottes 3 mois par an et 9 mois par an, il n'y a pas de carottes. Alors quand le ministre me l'a expliqué, je dis mais voilà, on a monté Ruftus. Ruftus, c'est une entreprise qui achète avec la coopérative toutes les carottes de l'île et on les garde dans les bacs que vous avez vus. Voilà, on les garde toute l'année et on fait une consommation toute l'année. Et tout d'un coup, les carottes cake, voilà, les petits gâteaux. Imaginez-vous que pour les rendre plus attractifs, j'ai mis du coco. Ah oui, le blanc, c'est coco, hein, c'est pas du lait. Alors je me suis dit, vous avez et coco et carottes. Alors, quand même. Et on m'a posé la question, mais est-ce que les carottes, ça vaut vraiment la peine de les vendre? Mais je vous en prie. Pour les enfants, qu'est-ce que vous les donnez aujourd'hui? J'ai vu les M&M et les Mars partout, hein. Alors vous souhaitez vraiment que vos enfants sont diabète? Ou vous faites quelque chose de sérieux? Et vous préparez le frais avec ce que vous avez. Mais on me parle de vos fruits, tous les fruits que vous avez. Et demain, je vais voir une entreprise qui fait la transformation des fruits en jus. Mais qu'est-ce que vous faites avec les semences, avec les noyaux? On fait rien, on les jette parce qu'on croit que les noyaux, ça vaut rien. Mais non, dans ces gâteaux de carottes, je mets une masse à 5-6% qui est la masse des noyaux après que j'ai fait l'extraction des huiles. Plus de lipides. Et cette masse, c'est à la fin de la journée la vie d'un nouveau arbre, la vie d'une nouvelle plante. C'est-à-dire, il y a tous les minéraux. Alors, je mets dans le gâteau de carottes, je mets tous les nutriments des plantes qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Et on m'a parlé de vos mangues. Vous avez des mangues jusqu'à là. Vous ne faites même plus l'effort de récolter. Et vous vous plaignez que ça pue. Alors, mesdames et messieurs, je suis désolé, il faut quand même pas seulement rouspéter du problème des mangues, qu'il y en a trop. La nature est apparemment pour vous trop généreuse. Vous souhaitez une nature qui est moins généreuse, afin que vous ayez moins de mangues. Mais non, utilisons les mangues et démarrons avec les noyaux, parce que les noyaux, encore une fois, vous pouvez les procéder et vous pouvez les garder toute l'année et vous pouvez les rajouter au gâteau de carottes qui pourrait être une petite gourmandise pour les enfants sur toute l'île. Mais vous allez les donner les minéraux, vous allez les donner les micronutriments dont nous avons besoin, tous, au lieu de suivre la logique des Américains avec leurs superfoods. Les superfoods qui sont super chers. C'est pas la logique d'avoir des aliments qui sont super chers. Il faut utiliser ce que vous avez, vous l'avez. Et quand on m'a parlé des mangues, j'ai posé la question, est-ce que vous avez déjà cuire de mangue? Ils m'ont regardé cuire de mangue. Évidemment. Aujourd'hui, la nouvelle vague, c'est pas cuire des animaux, c'est cuire des fruits. Et les cuire des fruits, un des meilleurs produits pour faire cuire de fruits, ce sont les mangues. Qui entre vous connaît le Jane Birkin bag? Le Birkin bag, ah oui. Ceux qui ont plus de 50 le connaissent. Mais le Birkin bag, c'est un fétiche, c'est un produit de qualité, on peut le faire végétarien, au lieu de faire avec le crocodile. Alors on le fait naturel, mais vous avez le produit. Est-ce que tu réussis à faire une photo Ah voilà. Othman, tu es en train d'être bien rodé, hein? Non, ça c'est le Birkin bag. C'est celui-là c'est l'autre que j'aimerais bien montrer. Ah mais c'est le fameux Birkin bag. Vous connaissez, madame? Ou le pauvre monsieur qui a dû l'acheter, il se rappelle très bien de la facture, hein? C'est le fameux Birkin bag. Alors ça c'est 5 000 €, hein? Pourquoi pas le faire en cuir végétarien? Mais les mangues,
Quel est le grand avantage des mangues? Maintenant, je vous ai parlé des noyaux, j'ai parlé de la peau. Et la purée, le jus, il vient gratuit, hein. Parce que tout est financé avec les noyaux, avec la peau. Ça, c'est l'économie bleue, mesdames et messieurs. L'économie bleue, c'est de dire, je gagne plus avec la peau en faisant ce cuir végétarien, et je fais plus d'argent avec les noyaux qu'avec la purée. La purée, ça vient gratuit. Je peux servir tous les enfants avec un jus de mangue gratuit parce que tout fut financé par la peau et par les noyaux. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que je pense. J'aimerais bien que vous vous inspiriez un peu de cette richesse qui est autour de vous, parce que cette richesse est incroyable. Tu as trouvé la petite photo de cuir de mangue? Oui? Alors, ça serait très bien. Vous savez, nous faisons des présentations interactives. Je n'ai pas préparé la présentation, hein. Je l'ai préparée pendant 40 ans. Je vous donne un résumé grâce aux visites d'une semaine. Je crois que vous verriez que les fruits, les mangues, ça vous donne des grandes opportunités qui vous permettent quand même d'attaquer un des grands problèmes que j'ai vus. Premier problème, chômage des jeunes. Deuxième problème, la mauvaise santé et la mauvaise nourriture qu'on donne aux jeunes. Et il faut parler de ça. Je ne suis pas là pour vous critiquer. Je suis là pour vous dire que vous avez tout à votre disposition pour résoudre la situation. C'est ça ce qui est important. Vous avez, ça c'est fait, voilà, cuir de mangue. Regardez la couleur. Ça va, hein? C'est pas cuire des carottes, hein? Vous croyez que c'est cuire des carottes que j'ai triché? Non. Cuir de mangue. On peut monter un workshop, ça prend 1 semaine, et vous savez comment le faire. Parce que nous sommes open source, on partage. On aimerait bien partager ce qu'on connaît, partager ce qu'on comprend, partager ce qu'on découvre, parce que vos îles sont des îles qui sont toujours là pour faire les découvertes. Et les découvertes sont sans fin, parce que vous avez une richesse extraordinaire. Quand j'ai fait les différentes discussions, mesdames et messieurs, j'ai appris beaucoup, et j'ai appris surtout que cette conscience dont nous avons besoin de faire la transition écologique et sociale est présente parmi vous. Vous le savez très bien. Quand cet après-midi, j'ai pu passer une bonne heure avec l'association des hôteliers authentiques, de tourisme authentique, excuse-moi, j'avais oublié le mot tourisme authentique, j'ai partagé notre expérience que nous avons dans le nord de l'Italie, à Piemonte, avec le concept du slow food, qui est évidemment l'opposé de fast food. Avec le slow food, aujourd'hui, les agriculteurs du nord de l'Italie contribuent à l'économie italienne piemontaise plus que l'automobile et l'Internet. Ça, c'est une transition économique. Mais qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne surtout une résilience. Parce que de ce que nous avons besoin, c'est une résilience. Il faut avoir la capacité d'absorber les crises qui vont venir. Ne vous inquiétez pas, les crises vont venir. Et s'ils ne viennent pas, on s'invente. Nous avons aujourd'hui une réalité que nous devons nous préparer pour la résilience. Et la résilience dont nous avons besoin, c'est une résilience qui nous force quand même de penser hors du raisonnable, hors de la boîte noire. Et c'est grâce à ces discussions avec le tourisme authentique que j'ai pu quand même identifier
des grandes similitudes avec la grande qualité de votre cuisine que j'ai pu apprécier. Vous avez une extraordinaire cuisine, totalement méconnue. Mais moi, je crois qu'il y en a beaucoup qui souhaitent venir pour apprendre cette cuisine. Le tourisme du futur ne sera pas le tourisme de la visite rapide. Les gens vont rester beaucoup plus longtemps parce que si finalement on n'a pas fait toutes les procédures pour pouvoir entrer à un pays, on ne va pas sortir en 2 jours. On reste. Et quand on reste, on veut avoir sa cuisinette. Et quand on fait sa cuisinette, quand même aidons les visiteurs qu'ils apprennent à cuisiner votre cuisine. Ou est-ce que vous souhaitez qu'ils achètent les produits de chez eux dans vos magasins? Mais non, il faut donner de la valeur. C'est exactement ce que Piemonte a fait. Les gens restent pendant 1 semaine, 2 semaines, et ils apprennent la bonne cuisine. Et la bonne cuisine piemontaise n'est pas simplement une cuisine italienne. Ne dis pas à un piemontaise qu'il est italien. Hein. Il n'est pas italien, il est piemontaise. Et la cuisine piemontaise ne se compare pas du tout avec Rome et Lazio. Et je crois que c'est très important. Vous avez cette richesse. Chaque fois quand je suis avec quelqu'un, vous avez du mal de m'expliquer de quelle île vous venez. Parce que vous n'êtes pas polynésien. Hein. Quand je suis ici, vous m'expliquez que vous venez de telle et telle île et tel endroit et avec les spécificités de cette île. Eh bien, traduisons ça, ce que Piemonte a fait avec les fromages de chèvre. À Piemonte, il y a 5000 variétés de fromages de chèvre. Je peux jamais les manger, hein. Mais l'embarras du choix, c'est-à-dire qu'on passe de ce concept de la pénurie dans un concept de l'embarras du choix, de l'abondance, avec la biodiversité. Et c'est ça ce qui nous donne la richesse de la nature et de la culture et des traditions. C'est là où on le retrouve. Et c'est là où on retrouve, bien entendu, les opportunités d'en faire votre métier, des métiers qui n'existaient pas, comme le métier de faire les safaris de levure. Je vous assure, j'ai insisté partout. Et bien entendu aussi ce midi avec la brasserie, je leur ai demandé de faire avec moi safari de levure. Allons dans la montagne parce que eux importent tous les levures. Je comprends pas. Avec telle montagne, telle forêt, que vous importez les levures, pour moi c'est presque un scandale. Je dirais toujours qu'on devrait mettre les gens qui font ça 1 nuit en prison. 1 nuit, pas plus, pas plus. 1 nuit pour permettre un peu de la réflexion. Quelles sont les conneries que je suis en train de faire? Je ne savais pas que je faisais une telle connerie. Parce qu'à la fin de la journée, si moi, comme un expert, un petit expert de levure, je regarde vos forêts, je sais que je pourrais développer, grâce aux levures sauvages dans vos forêts, au moins 100 de variétés de levures. Au moins 100. Vous allez gagner plus avec la levure qu'avec la vanille. Hein? Ah oui. La vanille, c'est pour les mafiosi de Madagascar. N'oublions pas, c'est un mafia, le vanille. Et vous voulez vous y mettre, ils vont vous racheter ou vous bloquer. Vous devriez trouver ce qui est vraiment le vôtre. Et bien entendu, je suis très reconnaissant. Quelqu'un hier m'a donné un gâteau de vanille. Je vais le manger avec plaisir. Mais vous avez un atout, et cet atout sont vos levures. Je vous assure que si vous vous mettez sur les levures, vous auriez d'ici 10 ans un statut pour moi au centre-ville. En or. Parce que c'est la réalité. Vous avez une telle richesse. Il faut développer cette richesse, mesdames et messieurs. Il faut le développer. Et c'est pas moi qui va le faire. Vous avez l'opportunité de le faire. Et quand vous avez un brasseur
comme la brasserie qui est chez vous. Ils ont un labo pour la levure qui est extraordinaire. Demandons leur appui d'aider dans cette aventure. Mais sinon, Inframer, ils ont aussi un laboratoire extraordinaire pour étudier les micro-organismes. Je crois qu'il faut qu'on cherche des points concrets, mais le grand avantage avec la levure, c'est que si vous le découvrez, eh bien, en 2-3 semaines, vous avez les négoces à développer. Combien de fois ça vous arrive? Et je sais que dans votre ananas, il y a des levures extraordinaires que vous ne regardez pas. Je sais très bien que vous avez des levures que vous avez dans vos fruits parce que les levures vivent des fruits, vivent du sucre et vivent surtout des fruits pourris. Tout ce qui sent pourri est riche en levure. Mesdames et messieurs, je ne suis qu'au début de ma découverte de vos opportunités. Je ne suis qu'au début. J'aimerais bien qu'un jour, on puisse publier l'économie bleue en tahitien. J'espère un jour que je puisse rajouter un chapitre avec tous les rêves que j'ai eus grâce au fait que vous m'avez invité et qu'on s'est parlé, qu'on a eu des dialogues et des échanges. Il est évident qu'il y a tant de possibilités qu'il est impossible de les résumer seulement dans une conférence de 30 minutes. C'est pas possible, parce que je ne suis qu'au début de la découverte. Mais autrement, j'ai aussi eu pas mal de discussions à propos de vos décisions d'arrêter la pêche industrielle, que j'applaudis. J'ai aussi eu les discussions sur les nouveaux bateaux dont vous avez besoin. J'ai appris que le coût de transport entre vos îles est plus cher que le transport aux États-Unis. Je ne sais pas qui est le responsable, je n'accuse personne. Mais je crois que l'heure est arrivée que vous faites le dessin d'un système de transport un peu plus démocrate. Et cette démocratie, peut-être pourrait venir grâce au nouveau dessin des bateaux. Aujourd'hui, j'ai appris que votre brasserie a 2 bateaux pour le transport, mais bien entendu avec diesel. Mais j'ai quand même aussi constaté qu'ils sont conscients qu'il faut le changer. Je crois qu'il est parfaitement possible, après les discussions qu'on a eues, que l'hydrogène fasse un saut en avant au lieu de penser en batterie. Moi, je me suis réjoui de cette ouverture d'esprit des gens qui me disent « si c'est ça ce qui est l'hydrogène, ça nous intéresse ». En plus, j'ai constaté une très grande ouverture pour la technologie qu'on appelle le LiFi, l'Internet par lumière. Malheureusement, je constate que la technologie n'a pas pu atterrir, pas par manque de vos intérêts, mais probablement par manque de propositions commerciales, industrielles, sociales, démocratiques. Est-ce que nous sommes capables, par exemple, grâce à cette nouvelle technique de l'Internet, où on fait la transmission des données par la lumière, de rassurer que toutes les écoles sont connectées, mais pas connectées avec les sites aux États-Unis, mais connectés avec vos sites. Comme vous avez besoin des pépinières pour développer les fruits et les légumes et les arbres, on pourrait faire des pépinières pour développer vos données. Vous avez une culture extraordinaire et millénaire. Ça n'a pas de sens de vous ouvrir et surtout pas de rendre accessible à tous les enfants une culture hollywoodienne. Il faut quand même mettre à la disposition de tous les jeunes, pas seulement l'accès aux videogames, aux jeux vidéo. Il faut rassurer qu'il y ait une offre qui est quand même désafiante, une offre qui est quand même intéressante, surprenante. Eh bien, c'est cette offre-là qu'on peut gérer et contrôler grâce au LiFi, parce que le LiFi n'est pas
pas le data mining traditionnel des Américains, c'est le data farming, les pépinières de données. Je vous le soumets comme réflexion, mais si vous n'intégrez pas dans toutes vos réflexions une stratégie de données et de transmission de données, respect pour vos droits de vous protéger contre le data mining, eh bien, mesdames et messieurs, vous seriez des esclaves de 5 entreprises du monde. Je n'ai rien contre ces entreprises, j'ai contre le fait qu'on se soumet sans le savoir. C'est ça ce qui me dérange. Et vous avez une très grande opportunité, comme j'ai constaté une prédisposition pour tout ce qui est l'Internet du futur, l'Internet avec la transmission des données par la lumière, la géolocalisation par la lumière. Comme j'ai vu cette prédisposition, eh bien, mesdames et messieurs, il y a d'opportunités de développer des négoces, des entreprises. Qui d'entre vous ne connaît pas le LiFi? Qui connaît bien le LiFi? Ben, il n'y a personne qui bouge, alors ça va pas, hein? Le LiFi, c'est la transmission de données par lumière. La lumière, LED clignote. Comme la LED clignote jusqu'à 100 millions de fois par seconde, on peut transformer cette clignotant en code Morse. Et comme le digital est 0 et 1, eh bien, vous avez la possibilité de transmettre le 0,1 digitalisé en code Morse par lumière. C'est la technicité. Ça fonctionne. Mais je crois que vous avez la possibilité de le traduire parce que vous avez un usage d'Internet encore très limité, île par île. Ça veut dire que chaque île devienne une pépinière de données. Et vous contrôlez vos données. Quand on parle de pépinières, bien entendu, il faut parler des pépinières des coraux et des algues. Parce que quand même, il faut faire pousser votre extraordinaire forêt de la mer qui a été détruite. La destruction des coraux, la destruction des forêts d'algues est un problème du passé. Mais je partage ma petite expérience de Bonaire, aussi pour le tourisme. À Bonaire, île de 17 000 habitants, dans les Caraïbes, dépendance des Pays-Bas, on me posait la question, comment est-ce qu'on peut inviter les touristes de faire plus que prendre le soleil et de faire la fête la nuit? C'est pas une mauvaise vacance, hein, je n'ai rien contre ce type de vacances, mais est-ce qu'on peut faire encore autre valeur ajoutée? Alors j'ai demandé qu'on me fasse plonger. J'ai plongé pendant quelques heures autour de l'île et je regardais, j'ai observé quand même la destruction de ces forêts d'algues. Je ne suis pas capable d'être négatif. Il faut toujours penser positif, même si c'est négatif. Et c'est ce que j'ai trouvé, c'est que la technique de la régénération de la forêt des coraux est parfaitement possible avec des pépinières. Mais immédiatement, les économistes interviennent. Et les économistes disent que c'est trop cher. Quand les économistes disent que c'est trop cher, il faut leur demander de quitter le salon afin que les gens qui sont motivés de le faire puissent le faire. Parce que le calcul du coût de revient n'est pas le premier pas pour démarrer avec une nouvelle activité. Nous avons fait un plan d'inviter des jeunes des Pays-Bas de venir planter des coraux. On a créé des pépinières avec les pêcheurs où ils croyaient que les coraux pousseraient le meilleur. On a fait l'accord avec PADI, l'organisation de certification pour plonger, de faire des cours
qu'on apprenne comment planter des coraux. Il faut quand même passer un examen. On a vendu les coraux aux jeunes, aux familles qui sont venues des Pays-Bas avec un objectif, c'est de restaurer les forêts. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à 10 000 hectares régénérés en 12 ans. C'est une petite goutte dans l'océan. Mais nous avons réussi que cette nécessité de la régénération de la forêt des coraux ne soit pas au budget des citoyens. Ce sont les touristes qui les payent. Et c'est intéressant que 3 ans après, les touristes reviennent pour voir comment vont mes coraux. Et après autres 3 ans, ils viennent avec les copines. Et après 3 ans, ils viennent avec les bébés. Et on crée une loyauté grâce au fait qu'ensemble, on a pu régénérer la forêt des coraux, des corails. Mesdames et messieurs, de temps en temps, il faut être un peu créatif. Il faut trouver le lien. Mais moi, peut-être vous connaissez les fameux TEDx Talks, TED Talk. Eh bien, j'ai fait un TED Talk à propos de cette opportunité de venir avec moi et d'apprendre comment planter des coraux. En 2 mois, on avait eu 1000 personnes qui sont venues. On avait un gros problème. Pas assez de coraux pour planter. Mesdames et messieurs, le marché est généreux quand vous faites une proposition qui touche les cœurs des gens. Si vous avez des propositions qui sont bien calculées, eh bien peut-être c'est une belle proposition. Mais aujourd'hui dans les affaires, non pas seulement il faut avoir l'éthique au cœur, au centre, mais il faut aussi parler avec les gens en parlant avec votre cœur. Si vous ne parlez qu'avec la tête, avec le raisonnement, eh bien, vous n'avez pas du tout l'accueil que vous devrez avoir. Vous êtes une terre d'accueil extraordinaire. Vous avez des opportunités hors du commun. Vous avez une beauté et vous avez une qualité de vie. J'espère que vous vous rendrez compte qu'il faut faire quelque chose pour le conserver et le développer. Et si je peux jouer un rôle pour stimuler que vous ayez encore beaucoup plus de rêves avec ce que vous avez et que vous ne pensez jamais à sortir du pays, mais rester ici, d'en faire un grand pays, eh bien, c'est un grand honneur de contribuer. Merci beaucoup.